À Bruxelles, il existe une petite rue bien nommée, la rue de la Paix. Ici, des vies du monde entier se frôlent et se mêlent. Du monde entier, et même de Tirlemont, la ville natale de cet homme, l'inspecteur de quartier Nico Koonen. Tous les jours, à 5h37 du matin, Nico monte dans le train 1727. Il en descend à 6h16 précise, enfin plus ou moins, pour alors monter dans le bus 71 qui l'emmène à son travail. Nico n'est pas un homme ordinaire, car il est le gardien de la paix, de la rue de la Paix. Et à Bruxelles, comme ailleurs, le très extraordinaire est souvent presque exactement pareil que le très ordinaire. Et c'est ici que Nico fait régner la paix. Ouais, patron, qu'est-ce que toi tu me fais maintenant? 20 minutes? Avec des pays, avec des forceballen comme vous, 20 minutes, ça va un peu? À part à certaines occasions, quand on voit tous les habitants de la rue tourner ensemble vers un seul et même but. Chacun chargé de tout ce qu'il est, partageant sa tendresse, son amour, son angoisse ou ses grandes confidences. Tous soutenant une même cause, pour ensuite se fondre en un seul grand cri déchirant de victoire. Mais le reste du temps, tout semble paisible. Et Nico peut reprendre sa tournée quotidienne. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va. Bien? Et la petite, ça va à l'école? Oui. Allez, profitez du soleil aujourd'hui. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonjour, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. T'es enceinte? Dis-moi, c'est pour quand? On dit que Nico sait tout sur tout le monde, mais est-ce bien vrai? Sait-il que Bartolomé Gordillo Cabezas, cordonnier depuis plus de 70 ans, a fui l'Espagne franquiste et qu'il travaille aux côtés de Chirac, son Chirac, au vocabulaire restreint mais pointu. Quand il passe devant le 45 de la rue, sait-il que la musique qu'il entend est celle de Manolis, qui a tenu ce restaurant pendant 43 ans avec sa femme Voula? Que depuis des mois que le restaurant est fermé, le couple prend toujours le petit-déj à 10h et le repas à 16h30, comme au temps où il travaillait. Et il ignore sûrement tout de l'idylle d'Alain et Pascaline, les boulangers de la rue. Quelques mois d'un amour adolescent, puis ils se perdent de vue. 35 ans plus tard, dans une boulangerie parisienne, il reconnaît son rire et c'est les retrouvailles. Et ils décident d'ouvrir ensemble une boulangerie. En réalité, il y a encore tant d'histoires que même le gardien de la paix de la rue de la Paix ignore. Car ici, comme vous avec vos voisins, tous ignorent au moins une chose de la vie des uns ou des autres. Une chose qui fait le sel de leur vie. Au début de la rue, il y a un snack. Un simple snack d'apparence banale. Mais certains lieux sont plus que ce qu'ils paraissent. Et ici, à Ixelles, ce snack est devenu l'incarnation précise de ce que ça veut dire pour cet homme d'être un homme. On ne réinvente pas le monde, on fait juste des frites. Ou des doubles ou des sandwichs. Mais il faut apprendre à faire ça, à aimer. Donc, si tu veux des frites, fais des belles frites. Ma femme, quand elle me réveille le matin, je lui dis quelle sauce. Je lui dis quelle sauce? Oh, bonjour, des fois, un truc comme ça.
Parce que c'est pour emporter. Il paraît que je parle de fois. Quelle sauce? Quelle sauce? Quelle sauce? Kemal a 11 ans et son petit frère 10 quand Saïd, leur papa, ouvre un des premiers snacks d'XL en 1991. Quand j'étais en secondaire, je suis venu à l'école tout près. Et à midi, donc une fois que la cloche sonnait, je savais que tout le monde allait venir manger. Donc on courait pour venir aider papa à midi, quoi. Et c'était moi qui rentrais en dernier en classe. Et mes profs étaient gentils, donc ils savaient que j'allais aider mon père. Donc la plupart de même quand j'avais des retards, ils fermaient les yeux. J'arrivais pas à tenir le coup. Ou je devais, après l'école, travailler jusqu'à minuit, revenir, donc ne pas faire mes devoirs. Et je savais que j'allais rater mon école si je continuais comme ça. Donc j'allais faire deux choses mal. Donc j'ai choisi de faire une chose bien. Et ça, aider mon père. Continuer à travailler avec lui. Parce que les études, c'était que pour moi. Mais si j'aidais mon père, c'était pour toute notre famille. Et je pouvais pas faire l'égoïste. S'il avait continué ses études, Kemal aurait voulu être expert comptable. Il aurait rêvé de venir au travail en costard-cravate, comme ses clients qui viennent manger chez lui le midi. Quand ils sont à table en train de parler affaires ou travail, je me dis, ça va pas être moi. Ouais, derrière le comptoir, je pouvais être la personne qui commande. Si je venais manger à midi, si je travaillais dans des bureaux ici. Mais la vie a fait. Faut pas se lamenter, c'est tout. C'est un boulot difficile. Tu sais, c'est très dur, hein, mais en contrepartie, c'est à toi. C'est ton bijou. Je sais que si je rentre comme client ici et je vois un autre mec là, ça me fera mal. Je serai jaloux. Hein. Parce qu'il n'y a eu que moi ici. Et il n'y a eu que moi pendant 27 ans. Donc c'est pas un truc que j'ai pris pendant 3 ans et que j'ai mis un peu d'argent de côté, non, 27 ans. Donc j'ai connu la construction du quartier quasiment. Donc, on a sacrifié beaucoup de choses pour cet établissement. Par exemple, les petits déjeuners avec mes parents, j'en ai jamais fait. Parce que dès qu'ils se devaient, ils devaient courir parce que ma mère venait à 5h du mat, mon père à 8h, nous on ne les voyait pas. C'est juste maintenant, le dimanche, que je vais chez mes parents faire un petit déjeuner, sinon on mangeait jamais ensemble. Quand je vois le respect qu'il a dans le quartier, quand des clients ou des voisins, quand ils voient mon père, comment il lui parle, je me dis, je dois être à la hauteur de ce mec. Je dois être à sa hauteur, c'est pas possible, sinon je peux pas faire du n'importe quoi. Et ça, c'est très important. De ne pas le décevoir, surtout. C'est très important. En son milieu, la paix rencontre la longue vie. Paix et longue vie, n'est-ce pas le programme que l'on se souhaite tous? C'est en tout cas ce que viennent chercher ici des citoyens des 4 coins du monde, dont Bojena, la polonaise, et Motaher, le bengali. Bojena et Motaher, ou comment l'idée ingénieuse d'un business plan a réuni côte à côte 2 êtres que rien ne prédestinait à se croiser. Car le premier homme à avoir ouvert un magasin polonais à Bruxelles, c'est lui. Au début, quand je suis rentrée dans le magasin, j'étais très surpris parce que quand je voyais, c'est quand même c'est pas un Polonais. Je parle aussi polonais. À ce moment-là, pas parler très très bien, mais je pouvais communiquer petit à petit. Je l'ai vu, il me plaisait beaucoup. Et lui, il a eu un coup de foudre. Soi-disant qu'il m'a dit ça. Et on a rigolé, on a dit, ah, tu es une belle femme, mais ça ne t'intéresse pas boire un café avec moi. On propose comme tous les hommes. Les femmes, on ne dit rien, hein. C'est les hommes toujours. Viens, on va boire un café. Il m'a proposé de se voir ailleurs qu'au magasin. Et comme il m'a expliqué les mouvements et qu'il aimerait bien un jour, si on est ensemble, c'est pas pour justement, c'est vraiment mariage tout de suite. Quand on est amoureux, c'est pas la langue, c'est le corps et les yeux. C'est comme ça. Il m'a demandé au mariage, peut-être même 2-3 semaines après. Ma mère, elle est très, très, très catholique. J'avais un petit peu peur, mais je l'ai appelée assez vite aussi pour dire, voilà, j'ai rencontré un garçon qui est musulman, qui me plaît beaucoup, que je suis amoureuse et que je voudrais bien le marier. Ma mère, elle était choquée. Et mon père, ça va, il m'a dit, c'est ton choix. Comme elle a été une très jeune femme, ce n'est pas que je l'ai hypnotisée. Non. Je l'ai assuré que
il ne doit pas regretter. Mon rêve, c'était vraiment de gagner un peu d'argent et faire des études. N'importe si c'est en Pologne ou en Belgique, n'importe. Mais ce n'est pas le cas. Il est tombé dans la pièce de mon amour. Alors je me suis mariée, oui. Je n'ai pas planifié tout ça, ça venait naturellement. Mais c'est vrai que je n'imaginais pas que ça va dérouler comme ça. Il m'a tellement fait la magie, je pense aussi, ça veut dire bon sens, magie, magie d'amour. Il m'a dit, voilà, le plus important, c'est la femme, c'est les enfants, c'est fonder une famille, être ensemble. Et ça me plaisait toujours. Hein. Et alors c'est pour ça, peut-être, justement, juste pour ça. Qu'est-ce qui fait une vie réussie? Pour certains, comme Bojena, c'est fonder une famille, avoir des enfants, créer un petit soi miniature. 11 jaar, dan zit je al in het 4e studiejaar rond 5e. Mais parfois, ce n'est pas du tout le projet. Et certains cherchent plus que d'autres comment exister dans le monde. Être au centre de l'attention des gens, ou au contraire, les regarder passer. Être un parmi d'autres, ou se mettre en avant. Émilie se cherche dans tout ça. De l'anonymat au devant de la scène, au gré de sa drôle de passion. Billeret. C'est comme Guilleret, mais avec un P. Mais c'était bien tenté. Biberon. Tétine. Être sous les projecteurs, au centre de toutes les attentions, mais aussi isolé, à l'écart. C'est exactement l'histoire de la venue au monde d'Émilie. Mes parents se connaissaient, mais c'était pas une histoire sérieuse, on va dire. Elle avait 30 ans, elle avait un stérilet. A priori, c'était pas du tout dans les plans. Alors, il faut savoir qu'il avait 32 ans de plus qu'elle. Et, petit détail, mon père était toujours marié à sa deuxième épouse. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle aurait eu des enfants si je n'avais pas été là. Si je ne lui avais pas forcé la main. Je vais te rendre mère, moi, tu vas voir. Donc, je suis née très prématurée, 26 semaines, donc 6 mois et une chic, quoi. Ma mère ne m'a même pas vue, elle ne m'a pas touchée, enfin, voilà, extrême prématurité, il a fallu directement me mettre en couveuse, me soigner, etc. Et j'y suis restée 3 mois. Il y a quand même toujours ce côté cube en verre, quoi. J'ai eu l'impression pendant très longtemps d'être toujours dans cette couveuse et d'être séparée du monde, d'être coupée du monde, de ne pas arriver à vivre certaines choses, etc. Comme si j'étais une forme de rat de laboratoire. Après, je pense que pour ma mère, ça a quand même été extrêmement compliqué, de la culpabilité. Elle est passée à côté de certaines choses. En tant que jeune maman, elle n'a pas pu lier avec son enfant d'une manière normale. J'ai failli à ma mission. Oui, ça c'est très culpabilisant. Et sinon, l'accouchement lui-même, ça a été rapide. Parce que c'était petite. Et c'est le lendemain que j'ai fait sa connaissance, quand j'ai été la voir à la couveuse. Ben là, je l'ai aimé. Je l'ai rencontré. Enfin, tout s'est passé là, quoi. Le photo de classe, c'est quand même le pire. C'est de Crolly déjà, Non, c'est l'école des Magnolias. Et alors, les faux cols. C'était pas un faux col, c'était un chemise. Ça, c'était quoi? Ah, un faux col. Voilà. Oh, la honte. Voilà. Tu veux dire que ça, tout le vêtement était comme ça? Oui. Ah oui. Oui.
Désolée. Oui, oui, oui. Et alors, ma coupe est tout à fait bien. C'est toi qui me coupais les cheveux? Mais jamais de la D'accord, vie, non. oui. Tu as payé quelqu'un pour... J'ai payé quelqu'un. D'accord. Oui, d'accord. Dans la vie, comme à Claudine, la maman d'Émilie, il nous arrive à tous des accidents, des surprises, des coups du sort. Et un métier choisi presque par hasard peut devenir un vrai sacerdoce. C'est ce qui est arrivé à Nico, en passant le concours pour devenir policier à 18 ans. La police m'a donné le moyen d'abord d'avoir un boulot, d'avoir de l'argent surtout, parce qu'après un certain moment, je voulais quitter chez moi à la maison aussi. Ça m'a mis en contact avec des gens qui m'ont pris sur leurs ailes et qui ont dit « Manneke, on va t'apprendre quelque chose ». Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Quand mon père est décédé, c'était un grand manque, c'était une grosse perte. Parce qu'à 17 ans, on n'est pas du tout prêt pour se lancer dans la vie. On est innocent, on est bête parce qu'on vient d'un bled. Quand je suis venu travailler à Bruxelles, ça m'a ouvert les yeux sur tous les plans. Mais ici, le Matongué, je venais déjà boire mon verre ici. Avec le collègue, on venait manger un stukje. L'avantage, c'était aussi, il n'y avait personne qui voulait venir à Matongué. Il y avait eu des meurtres ici, il y avait plein de bagarres avec les jeunes Africains et tout ça. Moi, j'avais aucun souci avec ça, ça me plaisait. Oui, c'est Nicolas, l'inspecteur de quartier. Un policier, il ne travaille pas sur le rendement, il travaille sur le sentiment. 50%, c'est du social qu'il fait. Le social, c'est quoi? C'est mon petit boulot, ce qu'on est ici. Hein? Un zattekluut là, qui est là sur la rue demande une fois de temps en temps pourquoi est-ce qu'il est toujours zatte. Peut-être avec une bonne conversation, on peut le faire boire un peu moins pendant 2-3 jours. Est-ce que vous avez du feu? Non, c'est déjà allumé ta clope. Va dormir un peu, vieux. T'es fatigué comme tout. T'as rien d'autre à foutre ici. Moi, j'ai vu que tout le monde, qu'il n'y a plus personne ici qui doit vivre comme un SDF sur la rue. Moi, j'ai vu qu'aussi tous ces gens qui viennent ici, avec ou sans papier, ça n'a rien à voir. Mais je veux que tout le monde a une meilleure vie. Et c'est pour ça qu'il y en a la plupart, surtout parmi les Africains. Je deviens comme un tonton, naturellement. C'est rare que tu peux avoir une vraie amitié. La plupart des gens, ils ne te voient pas comme être humain, ils te voient comme point d'intérêt. C'est comme ça. C'est pour ça que cette casquette, là, je rentre chez moi où je vais boire un verre, chez les amis que j'ai, les bonnes connaissances, et je rentre et je laisse ça ici. Autrement, ça ne s'arrête jamais. Rue de la Paix comme ailleurs, parfois la vie roule comme sur des roulettes. Mais il arrive qu'on ait l'impression que tout tourne à l'envers. On ne sait pas pourquoi, mais on a l'intuition qu'il nous manque quelque chose pour avancer. Pour Mélanie, la vendeuse du magasin de planches du quartier, c'est un secret de famille qui lui fut révélé à 14 ans. Et ce secret, une fois levé, a remis sa vie à l'endroit. Tout le monde en fait était au courant. La caissière du village, les voisins, enfin tout le monde. Genre, mais t'avais pas compris? T'es bête ou quoi? Et tout le monde me ment, quoi. Tout le monde fait comme si de rien n'était. C'était la Toussaint et on faisait l'annuelle tournée des cimetières. Et à cette occasion-là, je rencontre une de mes cousines, de mon côté paternel. Et on discute toutes les deux, et de but en blanc, elle me dit « Mais c'est pas ton père, lui ?» Et elle voulait dire que le type chez qui je vivais, que je pensais être mon père, était en fait pas mon père biologique. Et j'avais déjà eu des petits indices avant, donc je me dis « Il faut que j'en ai le cœur net, quoi ». Et donc le soir à la maison, je demande à ma maman. Je lui dis « Voilà, elle m'a dit ça. » Qu'est-ce que... Et elle se met à pleurer direct. Je revois la scène et elle s'effondre, quoi. Et je me souviens pas qu'elle me réponde. Je me rappelle prendre ses pleurs pour un « ben oui, c'est vrai ». Si tu vis avec un homme et une femme, c'est tes parents. Donc moi, je me suis
jamais posé la question plus loin que ça. Et puis, quand t'es gosse, tu sais pas que ça existe. Que ta mère peut tomber enceinte d'un homme et puis se mettre avec un autre, et t'es pas au courant de ces trucs-là. Donc, je vis avec lui, je suis sa fille. Et en fait, non. Tu te prends ça comme une grosse gifle, quoi. Quelques jours après, je me retrouve chez une copine de mon âge et je le raconte. Et elle me dit ouais, je le savais, mais je savais pas comment te le dire. Et tu vois la maison là en bas de la rue, c'est là qu'il habite ton père. D'ailleurs, la jolie blonde qui habite là, eh ben, c'est ta sœur. Et elle m'annonce ça comme un cadeau, quoi. Et elle me dit, cette amie, ah, écoute, je l'appelle. Je lui demande de venir te rencontrer maintenant. Et donc ma sœur arrive. On se rencontre. C'est une fille qui a énormément de personnalité. Elle me dit, non, mais on va pas chipoter. Tu viens maintenant à la maison, le rencontrer. On va manger un truc ensemble et tu viens le voir. Donc on rentre chez elle en se cachant. Et il arrive avec une tarte. Et voilà, on passe une demi-heure. Tous les quatre, mon frère, ma sœur, lui et moi. Pas de discussion particulière, pas d'émotion, pas de... Il s'est rien passé en fait, on a juste bu un café entre inconnus, quoi. Et ça s'est arrêté là. J'étais persuadée qu'on allait se sauter dans les bras et que tous mes problèmes allaient se régler, que ça allait être parfait, et que ouais, tous mes problèmes allaient se régler grâce à ma rencontre avec mon père biologique, quoi. En fait, pas du tout. J'avais juste mon père biologique qui habitait à 2 km avec qui j'avais rien, et mon beau-père chez moi avec qui c'était encore pire, quoi. Quand j'avais 15 ans, ma mère en avait 45 et mon père en avait 77. Et on vivait à la campagne, un petit peu terré dans une vieille maison. Et ma mère est partie. Ma mère a rencontré quelqu'un, cette fois-ci 20 ans plus jeune qu'elle, donc quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi. Et elle a eu besoin de vivre cette histoire. Je me suis sauvée, oui, au sens propre du terme. Oui. Mais le mal que j'ai fait à Émilie en partant sans elle, je crois que je ne le récupérerai, je ne l'adoucirai sans doute jamais. Je vais être un peu crue, c'était plus important d'avoir une sexualité et de s'éclater que de s'occuper de son enfant. J'étais dans un état un peu particulier. Pas même spécialement heureux, mais particulier, très passionné. Et la passion, c'est une mauvaise conseillère. Hein. Ben, je regrette de ne pas être partie avec elle. Ça, j'aurais quand même dû faire. Je l'ai regretté très très vite, mais bon, c'était trop tard. Pour ma mère, être une mère, je pense que ça a dû être compliqué, qu'elle n'a pas toujours su très bien comment faire. Elle a fait comme elle a pu. Elle a fait comme elle a pu. J'ai fait passer mon côté femme avant mon côté mère. Et ça a fait peut-être quelques dégâts chez Émilie, oui, peut-être. Non, sûrement. Après 2 ans, ma mère a acquis la maison où elle est maintenant et où il y avait de la place. Et donc elle m'a dit, voilà, tu peux venir. Et donc à 17 ans, j'ai réemménagé avec ma mère. Et pendant des années, au propre comment figurer, j'ai voulu faire payer ma mère. Je ne veux pas que tu me donnes ton amour et tout ça, puisque tu as choisi de ne plus me le donner, eh bien, tu vas me donner autre chose. De l'argent ou quoi que ce soit, mais... Et en surface, une grande complicité, etc. Je suis la bonne petite fifi, mais une distance, une méfiance, et faire attention à ce que je raconte, parce qu'on ne sait jamais, elle va peut-être vouloir séduire un de mes amis, ou quoi, parce que les barrières d'âge complètement floutées. Mais maintenant, je dirais depuis 1 an,
moi, j'ai enfin réussi à évoluer par rapport à ça et à ne plus voir ma mère uniquement que par ce prisme-là. Oui, mais de toute façon, c'est la faute de ma mère. Elle est partie quand j'avais 15 ans, tu te rends compte? Me faire un t-shirt, quoi? Non, c'est ridicule. Ciao, Lucina. Juste en face de chez Émilie, il existe un portail qui ouvre un trou dans l'espace et le temps et nous envoie tout droit à Bologne. Cette porte spatio-temporelle a été ouverte par Sabrina, Giacomo et son frère Luca il y a 5 ans, transformant presque aussitôt leurs clients en habitués. Mais pas tous pour les mêmes raisons. Et aucun pour les raisons du vieil Alberto. Car parfois, le temps se contracte et s'épaissit. Et une odeur, une saveur, un restaurant nous replonge corps et âme dans le passé. Un passé qui nous broie de l'intérieur et que nul ne peut imaginer. Car on a tous entre nos mains une pièce du puzzle de la vie de l'autre. Et Giacomo et Sabrina n'avaient aucune idée de celle qu'ils allaient représenter pour Alberto. Alberto vient au moins tous les vendredis midi depuis 5 ans, depuis qu'on a ouvert. Tous les mercredis midi. Vendredi, pardon. Parfois le mercredi aussi. Voilà, c'est pour ça. Parce que parfois, il ne se contente pas. Et alors, il dit à sa femme qu'il va aller à la kiné. Et puis, il ne va pas à la kiné. Il vient ici manger. Il va après. On le connaît tellement bien, au bout de 5 ans, ses petites habitudes. Par exemple, surtout pas lui servir de l'eau. Quand on lui sert du vin, c'est tout le temps « Hey, qu'est-ce que tu fais? T'as mal au coude ?» Oui. Et il veut que son verre soit rempli tout le temps. Donc, Et il garde le fromage comme dessert. Donc même s'il y a un petit morceau, jamais lui libérer la table de fromage parce que c'est son dessert à lui. Donc, La première fois qu'il est venu de là, il m'a montré dans le frigo la mortadella. Et il m'a dit « Je veux ça, je veux le parfum de ça. S'il te plaît, coupe-moi une tranche. » Et c'est juste pour le parfum. Et il est resté comme ça avec sa tranche dans les mains et il s'est mis à pleurer. Donc c'était vraiment incroyable. Je ne saurais pas, mais passer au moins 1 ou 2 fois par semaine, venir ici, parfois plus. Il y a ma femme qui m'a dit pourquoi pas, tu ne prends pas une chambre à côté comme ça, tu as le restaurant à côté. Elle se moque de moi, bien sûr. Pour Kemal aussi, son snack, c'est sa deuxième maison, comme ça l'était pour son père avant lui. Mais la vie évolue, et avec elle, ce que l'on veut transmettre à la génération suivante. Déjà, nous, on devait se démerder tout seul. À la maison, il n'y a personne qui parlait le français. Donc nous, on avait une culture à la maison. On parlait turc toute la journée. Et là, on sort à l'école et on doit parler le français. Le français, c'est pas une langue facile non plus. Moi, je me rappelle, j'avais 9 ans, je n'arrivais pas à m'en sortir. Des fois, je devais aller à la bibliothèque tout seul, parce qu'on n'avait pas de dictionnaire à la maison. Sa fille veut être chirurgienne, et son fils adore la chimie. Si tu aimes, vas-y à fond. Même si tu dois faire des études que 40 ans, mais fais-les. Fais-les. Comme ça, au moins, tu diras pas, putain, j'aurais pu le faire. Comment maintenant? J'aurais pu faire de la compta. Non, tu diras pas ça. J'ai essayé. Même si ça va pas, c'est pas grave. Hein. Parce que des fois, mon père il me dit, est-ce que ton fils reprendra? Je dis non. Et je dis non dans le sens où je ferai tout pour, s'ils veulent faire des études, qu'ils accomplissent le rêve. Qu'ils fassent une carrière dans ce qu'ils aiment. Ça, je ferai tout. Même si je dois travailler jusqu'à 70 ans, je travaillerai. Il n'y a pas de problème pour ça. Et je me dis, comme il y avait des sacrifices à faire, il faut que ça soit pour quelque chose. Donc mon père en a fait. Moi, j'en ai fait. Moi, enfin, on disait toujours la même chose. Mon père disait, c'est pour mes enfants. Moi, je dis, c'est pour mes enfants, et que ça arrête un peu. Qu'on arrête les sacrifices, qu'ils en profitent un peu aussi, tu vois. Que mon fils ne doit pas dire aussi, c'est pour mes enfants. Non, je vais me sacrifier. Qu'il ne se sacrifie pas, qu'il profite de sa vie. Il existe tout type de parents. Il y a ceux qui, comme Kemal, font tout pour leurs enfants.
pour les aider à joyeusement avancer sur la route de la vie. Et puis il y en a d'autres, toxiques, qui se referment sur nous et qui nous étouffent, mais qui nous permettent peut-être de découvrir notre propre force. Et donc, j'habite avec mon beau-père. Mon beau-père qui est le roi de la maison, quoi. Il avait besoin d'avoir sa cour et de se défouler sur nous. Et moi, j'étais la cause de tous les problèmes. Et ce type allait au café du coin et il se bourrait la gueule. Et si le vendredi soir, à minuit, il n'était pas rentré, on savait qu'on allait passer un week-end d'enfer, quoi. On savait que là, il était en train de se bourrer la gueule, qu'il avait été frustré toute la semaine et qu'il allait se lâcher le soir en revenant, quoi. Et quand les mots ne lui suffisaient plus, il nous empoignait. Je l'ai vu étrangler ma mère, quoi. Et je suis pas la seule à l'avoir vu. Je lui ai mis des coups parce que j'en avais reçu, ou parce qu'elle en recevait, mais je me suis toujours interposée. Je suis allée 2 fois toute seule à la police. Les 2 fois, ils m'ont ramenée, ils ont sonné à la maison, ils ont attendu que ça soit lui qui vienne ouvrir pour lui dire « on vous ramène votre fugueuse ». Personne n'a jamais agi. Je sais que vers 15-16 ans, j'ai réalisé que ce qu'il fallait, c'est que j'ai mon diplôme et que je me casse. À 18 ans, je me retrouve à Bruxelles, Saint-Luc, en graphisme. Et ça y est, quoi. Je vis plus avec lui, ma mère ne vit plus avec lui. Et un jour, il a un truc encore à me reprocher. Et il me téléphone. À 7h du matin. J'étais avec mon copain de l'époque qui était à côté de moi et j'étais dans mon nouveau petit cote. Et il commence à m'engueuler, quoi. Et t'as fait ci, et t'as fait ça, et tu te prends pour qui, et t'as pas à l'ouvrir, et tu parles pas aux gens, et tu la fermes, et je ne sais pas, la peur d'un coup, mais j'ai eu ma dose, quoi. Sur ces phrases-là, j'ai explosé. Et je lui dis, mais en fait, toi, ne me parle plus jamais de ta vie, en fait. Tu t'es octroyé le droit de devenir mon père, moi, je te l'enlève. Un père ne gifle pas, ne fout pas de coups de poing à ses gosses. Donc non, t'es plus mon père, tu effaces mon numéro, je ne viendrai plus jamais chez toi, tu ne me parles plus. Et je lui ai raccroché au nez. Et c'est la dernière fois qu'on s'est parlé. J'étais trop contente. J'étais trop contente. Sauf que ça a duré 3 jours. Et j'étais dépressive déjà depuis quelques années. Et je crois qu'après ça, j'ai chuté encore plus fort, quoi. Je pouvais pas prendre le bus, je pouvais pas parler à un inconnu, je pouvais pas téléphoner, je pouvais pas passer une commande au McDo parce que j'avais peur de faire attendre les gens derrière moi. Enfin, j'aurais pu dire que j'habitais rue de l'Enfer, quoi. Donc je suis allée voir des psys. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans que j'ai changé de rue, quoi. Je suis passée de rue de l'Enfer à... ouais, on peut dire rue de la Paix. J'ai beaucoup d'amour pour ma vie. Enfin, ça fait très New Age, quinoa, tout ça. J'ai une liberté immense et je tiens beaucoup à ma liberté. Je me considère comme une femme très libre. Donc au final, ne pas avoir d'enfant nourrit cette liberté. Et j'ai pris cette liberté comme un fardeau pendant des années. J'aurais adoré, gros guillemets, être prisonnière d'un couple. J'aurais adoré être dans ce cocon un peu rassurant. On affronte le monde à 2 et on voyage à 2. Eh ben non. J'adore ma vie, en fait, qui peut paraître tout à fait banale, mais j'adore ma vie. Thomas et moi, on est ensemble depuis 8 ans. Et ça a été du boulot. Parce que vivre avec une fille dépressive,
Ça n'a pas été facile tous les jours pour lui. Et puis lui a aussi ses failles avec lesquelles on vit tous les deux au final. On a trop de la chance de s'être trouvés. On se dit toujours, moi je connais personne d'autre comme toi, quoi. Donc le but c'est d'avoir une famille parce qu'on ne se reconnaît pas entièrement dans les nôtres. Donc c'est de faire la nôtre. Avec nos valeurs, nos façons de faire, nos je t'aime à tort et à travers. Pratiquement, ouais. Pratiquement l'opposé de ce qu'on a vécu. Et l'opposé des couples qu'on a eu en exemple aussi. Parce que ça ne nous convient pas. Pas parce que les autres se trompent, mais c'est parce que on sait ce qu'il nous faut, nous, pour être heureux. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Après quelques années, vu que l'amour n'était plus à la maison, ouais, on fait des rencontres. De temps en temps, il y a le petit bisou qui commence ici. Il y a le merci, mais avec les yeux dans les yeux. Pendant très longtemps, on refuse ça parce qu'on a encore cette responsabilité. Parce que, vous savez, divorcer, c'est souffrir. Hein? L'amour, c'est quelque chose de rare. Ton cœur qui bat, tu as envie de voir, tu as envie de sauver une personne, même s'il est en bonne position, mais tu as quand même envie de venir sur ton cheval, de la prendre et de t'en aller avec. Ça, c'est l'amour. Seul, c'est seul. L'année passée, je suis parti seul en vacances. Plus jamais de ma vie, je vais partir seul en vacances. Plus jamais. Plus jamais. À la solitude, nous connaissons tous le remède, l'amour. Ce feu ardent qui parfois se retire totalement de notre vie, puis qui rejaillit plus éblouissant que jamais, là où on ne l'attendait pas. En ouvrant leur restaurant, Sabrina et Giacomo ne s'attendaient pas à voir débarquer dans leur vie l'amour du vieil Alberto. Et chaque fois qu'il venait, c'était des détails en plus, c'était des souvenirs en plus. Et c'est là qu'on a compris d'où venait son lien avec Bologne. Un lien plus qu'organique, vital, car c'est la ville qui a accueilli Alberto quand il est sorti de l'enfer. Ça présente la Renaissance parce que nous étions morts à Auschwitz. Comme toute personne qui est sortie d'Auschwitz, c'est des morts survivants. Automatiquement, je me suis attaché à Bologne parce que la population était d'une affection extraordinaire. Nous avons vraiment été reçus comme des personnes qui avaient besoin de vivre. C'est vraiment une réconciliation avec l'être humain. Parce que moi, je vous dis la vérité, j'avais haine de l'homme. Je n'avais plus confiance en l'homme. L'homme est méchant, j'ai plus confiance. Alberto n'a que 17 ans quand il est libéré d'Auschwitz. On apprend à revivre. On est toujours humanisé. Il y a des exemples extraordinaires. Vous savez, nous étions à Bologne, on avait une funéraille, et passe un corbillard avec des couronnes de fleurs, et une femme avec des voiles noirs, et on a commencé à rire. On a commencé à rire. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous me prenez là, jetez à l'enfour. Vous faites tout ce cinéma pour notre enterrement, pour une personne qui est morte. Nous, on voyait des milliers de morts tous les jours. Mais il n'y a pas un jour où je n'ai pas vu des dizaines de morts.
Mais mourir, c'était très facile, il n'y avait pas de problème. C'est vivre qui était difficile. Il y a des moments, quand je viens ici, que je suis tout seul, et parfois je commence à rêver en mangeant. Oui, alors moi, je commence moi-même parfois à pleurer. Alors je ne suis plus en train de manger. Alors je commence à revoir ce film. Je ne le fais pas exprès. Parfois je ne me rends même pas compte. Et puis je me suis marié. Et j'ai dit à ma femme, ici dans cette maison, on ne parlera jamais d'Auschwitz. Mais peut-on vraiment décider de ce que l'on transmet ou non? Pour sa fille Rachel, le silence d'Alberto en disait long. Car ce qu'on ne dit pas, on ne peut pas le taire. À la question de ce numéro tatoué dans sa chair, Alberto répondait par l'absurde, disant que c'était son numéro de téléphone. Il mettra plus de 40 ans avant de sortir de son silence et de témoigner. Mais toujours pas devant ses enfants. Je ne peux pas parler de ça avec mes enfants. Je commence à pleurer comme un bébé. Je ne peux pas. J'ai l'impression qu'ils vont me punir, que je me suis laissé faire, qu'ils ne me disent pas pourquoi tu n'as pas réagi, pourquoi tu n'étais pas sauvé, pourquoi tu n'as rien fait, pourquoi tu étais là-bas comme un mouton. C'est tellement intéressant que lui te parle vraiment, tu le sens, tu le regardes dans les yeux, tu te dis, ces yeux-là que je vois ont vu de vrai ce qui s'est passé là-bas. Alors c'est pour ça aussi que je suis parti à Auschwitz avec Alberto. Et alors c'est là que moi je me suis effondré parce que c'était... tu marches dans Auschwitz et il te dit... c'est là où j'ai vu ma maman pour la dernière fois, tu vois, encore c'est fort quand même, c'est fort. Questo qui è l'inferno, non c'è più inferno di questo. Je suis parti par là, lui elle est partie par là. Là il a monté à droite, elle est arrivée là-bas, la chambre à gaz. Là-bas, vous allez la voir. Oui, j'ai plus vu mon père. C'est fini. C'est comme s'il avait encore un peu peur quand même. Il revivait... C'est là qu'il avait marché quand même. C'est la même terre, c'est les mêmes rails du train, c'est encore là, le même portail. Et le fait d'y revenir, évidemment, ça le détruit tous les fois. Tu le vois, il est perdu comme ça, il regarde dans le vide et il dit où je suis maintenant. La douleur, parfois, ça se contraste. Vous savez, vivre à Auschwitz, voir ta mère et ton père qui ont été gazés, et tu regardes là-bas et tu dis, les types ne criez pas, ne pleurez pas, attention, faites attention, ne pleurez pas, ils vont vous abattre. Mais vous perdez votre père et votre mère. Et vous ne pleurez pas, vous êtes là-bas comme un idiot, vous êtes abruti. Vous ne comprenez pas. Quand je suis arrivé à Auschwitz la première fois, je suis tombé par terre, je me suis presque évanoui. J'ai commencé à sangloter. Et le docteur m'a dit, c'est très bon, tu es sorti. Ça s'est dégagé, tu deviens normal. Stavo speriamo che sia sul serio. Lo sai che ti voglio bene. Quello sì, quello non cambia. Moi, toute fois qu'il part, il me prend comme ça, je le prends comme ça, et je dis, tu sais quoi, je t'aime beaucoup. Oui. Et on se regarde dans les yeux, et c'est comme ça qu'on se laisse tous les fois. Quando tu sei partita, m'hai lasciato una rosa, oggi triste e sfiorita, come questo. Il insiste maintenant tous les fois pour qu'il soit le parrain de notre fils ou fille qu'on n'a pas encore. Hein. Mais lui, tous les jours, il dit fagliela questa figlia, fais-le ce garçon, fais-le cette petite fille. Il ne met pas de pression, il faut dire, mais bon. Et donc, à force d'insister, on lui fera ce petit cadeau. Dans la rue de la Paix comme ailleurs, l'ombre et la lumière se côtoient sans cesse. Et chacun s'aventure courageusement le long de cette fine crête, en apprenant à faire face à ses doutes, à ses regrets, à ses contradictions. Chacun se déploie au contact des siens et de la tendresse humaine. Pour qu'un jour enfin, tout fasse sens
et que la réalité de qui on est et la force avec laquelle on est reliés les uns aux autres éclatent enfin au grand jour.